Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. À Saïda, c'est le retour au calme après les affrontements meurtriers qui ont opposé l'armée au clan du cheikh salafiste Ahmad El-Assir. La députée Baya Hariri et les responsables locaux appellent à mettre un terme à la prolifération des armes illégales. En Syrie, la solution politique s'éloigne, les violences se poursuivent. Le nombre de morts depuis le début du soulèvement contre le régime Assad en mars 2011 a franchi la barre symbolique des 100 000 selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Barack Obama est attendu aujourd'hui au Sénégal, premier pays de sa tournée africaine. Depuis sa visite éclair au Ghana en 2009, le président américain n'avait pas foulé le sol de l'Afrique noire. Et à suivre également dans ce journal, des prières pour Mandela dont le crépuscule se rapproche, les chants, les mots, l'émotion sont fortes à Pretoria, devant l'hôpital où se trouve l'ancien premier président sud-africain depuis le 8 juin dernier. À Saïda et plus particulièrement dans le quartier de Abra dans l'est de la ville, la vie reprend. C'est dans ce secteur que se sont affrontés les partisans de l'imam radical Ahmad El-Assir et l'armée libanaise ces 2 derniers jours. Le cheikh est toujours introuvable. L'armée poursuit donc les recherches et a annoncé avoir découvert des quantités énormes d'explosifs et d'armes dans son QG. À Abra, dans la banlieue est de Saïda, le jour s'est levé sur un triste décor ce matin. C'est là que se sont affrontés le cheikh Ahmad El-Assir et ses partisans et l'armée libanaise ces 2 derniers jours. Pendant plus de 24 heures, le quartier s'est transformé en champ de bataille. Des voitures calcinées et des immeubles criblés d'impacts de balles en témoignent. Certains habitants comparent ces derniers jours à la guerre civile libanaise. Tous n'ont pas eu le temps de fuir et beaucoup sont restés coincés chez eux pendant les violences. Il y a eu un incendie énorme. J'ai une maison de 170 mètres carrés, il ne reste rien, tout est brûlé. Mes papiers officiels, tout a disparu. L'or, l'argent. J'étais au travail, mes enfants et ma femme à la maison. Ils sont sortis le 2e jour, le lundi, vers midi. On est revenu à la maison le mardi matin, tout était normal. L'armée qui passe au peigne fin, l'ancien quartier général du cheikh, dit avoir découvert des quantités énormes d'explosifs et d'armes. El-Assir, pour sa part, s'est bel et bien volatilisé. Les services de sécurité ont quand même quelques pistes. Le fugitif pourrait se trouver dans le camp palestinien d'Ain Helwe qui abrite des groupes extrémistes, ou en Syrie ou encore à Tripoli où se trouve un fief de sunnites radicaux. Le début des accrochages remonte à dimanche dernier avec l'attaque par des partisans du cheikh Assir d'un barrage à l'armée à Abra. Les hommes se sont ensuite retranchés dans leur quartier général, la mosquée Bilal Ben Rabah, où El-Assir avait l'habitude de mener la prière, ainsi que les bâtiments alentours où travaillent et habitent nombre de ses sympathisants. Lundi soir, l'armée a repris le secteur après des affrontements armés. Mardi, les militaires se sont déployés en force dans Abra. 17 d'entre eux ont perdu la vie. Côté insurgés, le bilan reste incertain, mais un proche du cheikh évoque au moins 5 morts. La situation à Saïda a figuré au menu des entretiens de la députée Baya Hariri à son domicile à Majdelioun. Elle s'est concertée avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Ali Awad Assiri, qui a salué les propos de la députée et son engagement en faveur d'un retour au calme à Saïda. Le diplomate a par ailleurs redit le soutien du royaume saoudien aux habitants de Saïda. Hariri s'est par la suite entretenu avec le chef du Parti national libéral, le député Dori Shamroun, en présence du coordinateur général de l'Alliance du 14 mars, Farid Saïd. Les 2 hommes ont appelé l'État et l'armée à prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher toute nouvelle flambée de violence à Saïda et la prolifération des armes illégales. Baya Hariri s'est aussi entretenu avec une délégation de la municipalité de Saïda, présidée par son chef Mohamed Al-Soudi, et avec le général Ali Shahrour, responsable des services de renseignement de l'armée au Liban Sud, en présence du secrétaire général du courant du futur, Ahmad Hariri. Et puis cette réaction du moufti de Saïda, Cheikh Salim Soussan, lors d'un point de presse, il a appelé les autorités libanaises à prendre les mesures nécessaires afin de rétablir l'ordre public sur l'ensemble du territoire libanais, sans exception. Objectif, empêcher toute nouvelle flambée de violence meurtrière. Cheikh Salim Soussan s'exprimait à l'issue d'une réunion des chefs religieux locaux. Avec nous en ligne, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, M. Berberi. Alors peut-être tout d'abord une réaction de votre part sur ces dernières tractations en cours. Les responsables politiques locaux et religieux appellent à mettre un terme à la prolifération des armes illégales à Saïda, mais aussi sur l'ensemble du territoire libanais. Écoutez, M. Berberi, je présume que la sonnette d'alarme a été tirée depuis quelques jours par le gouvernement et par l'armée essentiellement.
et qu'il est nécessaire que toutes les factions libanaises, toutes confessions confondues, sachent bien que c'est l'armée sous l'égide de l'État libanais et de son gouvernement légal doit prendre le contrôle de la situation sécuritaire dans le pays et arrêter toute prolifération des armes illégales entre les mains de toute faction libanaise. Monsieur Salouin, dans ce contexte, quelle est la responsabilité du chef de l'État, Michel Sleiman? Ben écoutez, le chef de l'État, c'est le chef suprême, c'est le commandant suprême de l'armée libanaise et des forces armées libanaises. Donc c'est à lui de prendre la décision, comme il l'a fait depuis quelques jours, et d'exiger du gouvernement et plus spécialement des forces armées, du commandant en chef de l'armée, de prendre les mesures adéquates pour arrêter cette prolifération. Je pense une leçon est à tirer, et c'est au Hezbollah essentiellement de tirer cette leçon positive, qu'il faut que toute arme en dehors du contrôle de l'armée libanaise et des forces de sécurité intérieure, toutes ces armes-là doivent être sous le contrôle de l'armée libanaise. Et plus d'armes entre les mains de toute faction, quelle qu'elle soit, autre en dehors de l'armée libanaise et des FSI. Monsieur Salouin, est-ce que vous pensez que le Premier ministre désigné, Tamam Salam, va donc réussir à former son gouvernement dans ce contexte de violence? Ben écoutez, je le répète toujours, la nature ne supporte pas le vide. Donc, ne supportant pas le vide, il est nécessaire au président Salam de prendre les rênes entre ses mains. À votre avis, comment va-t-il régler la question, Monsieur Salouin, la question des armes, justement les armes du Hezbollah en particulier? Ben écoutez, on ne peut pas régler la question des armes du Hezbollah par la force. À mon avis, ce serait vraiment inadéquate et dangereuse pour le Liban. Je présume qu'il faudrait des tractations, mais des tractations fermes, sachant bien que c'est au gouvernement de prendre le contrôle des armes proliférant entre les mains de toutes les factions libanaises en dehors de l'armée libanaise et des forces de sécurité intérieure. Et il est de l'intérêt, à mon avis, du Hezbollah de rentrer dans ce consensus. Sinon, c'est hélas, un jour ou l'autre, il paiera le prix. Ce sera un prix fort tant qu'il ne s'agira pas au niveau de cette tractation-là. Georges Salouin, spécialiste de la politique libanaise, merci pour votre intervention. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Un rapport de l'Observatoire syrien des droits de l'homme paru aujourd'hui fait état de beaucoup de tués en Syrie, plus de 100 000 depuis le début du conflit syrien, alors que les risques de débordement sur la région sont de plus en plus pressants. Les puissances occidentales et arabes peinent à mettre en place une issue diplomatique. Ces hommes sont en train d'extraire des décombres le corps d'un enfant. La scène se déroule hier dans la région d'Alep, au nord-ouest de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 5000 enfants de moins de 16 ans ont perdu la vie depuis le début du conflit. Au total, c'est plus de 100 000 personnes qui sont mortes, parmi elles une majorité de civils. À la veille de ce bilan, l'espoir d'un règlement diplomatique du conflit syrien s'est fait un peu plus mince. Je doute sincèrement que la conférence puisse avoir lieu en juillet. Je pense que la prochaine réunion de l'opposition se tiendra le 4 et le 5 juillet. Donc je ne pense pas qu'ils seront prêts. Je crois aussi que ce qu'il se passe au Moyen-Orient est extrêmement sérieux et j'espère vraiment que les gouvernements de la région et les grandes puissances, en particulier les États-Unis et la Russie, agiront pour endiguer cette situation. Car elle devient hors de contrôle, pas seulement en Syrie mais dans la région. La réunion entre l'émissaire spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe pour la Syrie et les ministres des Affaires étrangères russes et américains en Suisse a révélé une nouvelle fois des tensions entre les deux puissances. Comme je l'ai dit, nous nous entendons sur de nombreuses questions, mais certaines d'entre elles devront attendre d'autres négociations. En particulier la question de qui participera à la conférence. Il y a par exemple des dissensions sur la participation de l'Iran. De notre point de vue, la présence de Téhéran est nécessaire en raison du rôle important que le pays peut jouer dans la région. Nous pensons que cela peut donner un nouvel élan à la résolution du conflit syrien.
11 pays soutenant la rébellion syrienne ont décidé samedi d'intensifier leur aide, parmi eux les États-Unis, la France ou l'Arabie saoudite. Le Royaume demande une résolution internationale claire et ferme mettant un terme à toutes les provisions faites aux forces régulières syriennes et qui rejette la légitimité du régime. Peut-être la participation de forces étrangères représente le développement le plus dangereux, parmi elles les milices du Hezbollah et d'autres qui soutiennent Téhéran. Il n'y a aucune logique qui autorise la Russie à armer publiquement le régime syrien et les forces étrangères qui le supportent. Alors que le régime en place ne contrôle plus l'ensemble de son territoire, le président Al-Assad a promulgué une loi punissant d'une peine de prison et d'une amende toute personne entrée illégalement en Syrie. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Barack Obama se rend aujourd'hui au Sénégal, premier pays de sa tournée africaine depuis sa visite éclair au Ghana en 2009. Le président américain n'avait pas foulé le sol de l'Afrique noire. D'ailleurs, c'est à partir de 2009 que la Chine a dépassé les États-Unis en devenant le premier partenaire commercial de l'Afrique. Au Sénégal, Obama visitera l'île de Gorée, symbole de la traite négrière. Il se rendra ensuite en Afrique du Sud, puis en Tanzanie. Les habitants des favelas désertés de Rio de Janeiro entrent dans la danse de la contestation. Environ 2000 habitants ont défilé hier soir. Jusqu'au quartier réside le gouverneur de Rio. D'autres manifestations, notamment à Brasilia, sont prévues ce mercredi. Les principaux syndicats ont appelé à une grève le 11 juillet. Et les chants, les mots, l'émotion sont fortes à Pretoria, devant l'hôpital où se trouve l'ancien premier président sud-africain depuis le 8 juin dernier. À 94 ans, Nelson Mandela est au cœur de toutes les pensées de ses concitoyens. L'archevêque anglican du Cap s'est rendu à son chevet. Il serait toujours dans un état critique. L'invité de ce journal avec nous en plateau, Joanne Zarifé, directrice marketing chez Edessens. Bonsoir Joanne. Bonsoir Serge. Alors peut-être nous parler de cet événement, le premier événement du genre francophone cet été au Liban, c'est la French Night à Edessens qui va prendre place donc ce vendredi. Exactement. C'est la French Soirée on the Sands, on l'a appelée comme ça justement pour relancer ce côté francophone à Byblos et dans toute la région. On a vu qu'il y avait de moins en moins de soirées françaises et on a eu beaucoup de demandes. Donc on a décidé d'organiser cette soirée à partir de ce vendredi soir. Et ça va être en fait tous les vendredis. Mais ce vendredi va être aussi l'ouverture de notre beach bar. Donc en même temps, ce sera une inauguration pour ces deux soirées. La French Night va être avec DJ Mark. DJ Mark est le DJ le plus connu justement au Liban et dans la région, entre Qatar, Dubaï et au Liban dans les clubs les plus connus pour leur French Night. Il va venir chez nous donc ce vendredi et on espère avoir une très très belle soirée pour oublier un peu tout ce qui s'est passé. Justement, pouvez-vous nous révéler quelques secrets de cette soirée, Joanne? Alors, je ne peux pas trop en parler justement. Je vais juste vous dire que ça va être une soirée avec beaucoup de danse, beaucoup de belles chansons. Ça va vous ramener un peu en enfance pour certains. Et pourquoi avez-vous décidé donc de faire une French Night, Joanne, justement, alors que c'est un concept qui évoluait au début des années 2000 et qui a, en tout cas, au fur et à mesure, qui a un peu perdu de son élan. Et maintenant, donc, vous essayez donc de revaloriser justement ce concept de soirée française. Exactement, exactement. On le revalorise surtout par rapport à maintenant notre participation avec le label L, le label Trilangue de l'ambassade française. Donc on est en train de lancer beaucoup d'activités francophones, dont la première qui va être cette French Night. Et c'est aussi pour encourager justement la francophonie dans cette région du Liban qui est une superbe région, la région de Byblos. Et Edessens a toujours été connu justement pour être innovateur dans tout ce qu'on fait, entre les deux hôtels qu'on a fait, le spa et le nouveau spa qu'on va bientôt ouvrir qui sera couvert et qui donnera justement la possibilité à nos clients de venir en hiver aussi. Donc par rapport à toutes ces nouveautés, la French Night fait partie de justement cette nouvelle promotion pour la francophonie au Liban. Alors rendez-vous donc ce vendredi au Edessens donc pour cette soirée French Night. Joanne Zarifé, directrice marketing chez Edessens, merci d'être venue sur notre plateau pour nous parler de cet événement. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À Saïda, c'est le retour au calme après les affrontements meurtriers qui ont opposé l'armée au clan du cher salafiste Ahmad el-Assir. La députée Baya Hariri et les responsables locaux appellent à mettre un terme à la prolifération des armes illégales.
En Syrie, la solution politique s'éloigne, les violences se poursuivent, le nombre de morts depuis le début du conflit s'élève à plus de 100 000, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Barack Obama est aujourd'hui au Sénégal, premier pays de sa tournée africaine. Depuis sa visite éclair au Ghana en 2009, le président américain n'avait pas foulé le sol de l'Afrique noire. Des prières pour Mandela, dont le crépuscule se rapproche. Les chants, les mots, l'émotion sont fortes à Pretoria, devant l'hôpital où se trouve l'ancien premier président sud-africain depuis le 8 juin dernier. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à bientôt. الإنسانية لما راح فيها طيبة نحن بدنا نسير بدنا